En France, comme dans beaucoup de pays, le système éducatif nous a appris à résoudre les problèmes en cherchant à isoler les causes sur lesquelles agir. Les méthodes analytiques nous conduisent ainsi à représenter le problème sous forme de variables et de liens de cause à effet par lesquels le phénomène est censé être mu. Cette approche rationnelle a très certainement contribué à de grandes avancées scientifiques et technologiques. Toutefois, force est de constater qu'elle est limitée lorsqu'il s'agit de solutionner des problèmes complexes comme ceux auxquels la société doit aujourd'hui faire face. Les crises sanitaires, économiques, écologiques dont abonde l'actualité témoignent qu'une multitude de facteurs et d'éléments qui s'entrecroisent, s'entremêlent, obscurcissent d'autant les leviers à actionner et compromettent l'efficacité des solutions mises en œuvre. Afin d'appréhender de tels phénomènes, il ne suffit pas d'accepter simplement leur complexité comme une caractéristique supplémentaire dont il faudrait à nouveau chercher à en découvrir quelles sont les lois. Il faut en premier lieu une pensée épistémologique portant sur l'organisation de notre connaissance elle-même. C'est ce qu'Edgar Morin nomme le passage d'une complexité restreinte à une complexité généralisée. La pensée complexe n'est pas une méthode ou une méthodologie dont il suffirait d'appliquer une liste de règles. Il s'agit en premier lieu d'un modèle mental, une façon de penser qui se distingue des pensées rationnelles classiques. N'attendez donc pas que la pensée complexe vous livre par elle-même des solutions à un problème. L'enjeu d'une méthode est-il d'ailleurs de livrer des solutions clairement. Les solutions existent et qu'elles n'existent pas, on peut les inventer. À toutes les époques, d'ailleurs, l'homme s'est révélé par son génie inventif et créateur, capable de révéler bien des conflits. Qui plus est, des problèmes complexes pourront même parfois faire appel à des solutions simples sans nécessiter d'importantes innovations. L'enjeu est avant toute chose d'avoir une compréhension riche du phénomène auquel on doit faire face. C'est ce vers quoi tend la pensée morinienne. Ne pas simplifier pour prétendre expliquer un problème, mais au contraire chercher à le comprendre dans sa complexité. Ceci implique donc un changement de paradigme. Déjà, il ne faut pas se représenter un système complexe comme une sorte de mécanique sophistiquée dont on pourrait décomposer, recomposer les pièces comme on le ferait avec le moteur d'une voiture pour en comprendre le fonctionnement. Un système complexe est un maillage de composants qui interagissent tel un réseau de neurones dont émergent des états qui ne sont pas prédéterminés. Le principe systémique nous enseigne qu'un système biologique, naturel, social ou autre est plus que la somme des parties, car des qualités ou propriétés nouvelles émergent dans l'organisation que les composants ne possèdent pas eux seuls. Par exemple, un groupe social est constitué d'individus qui vont communiquer, travailler. Mais le groupe fait émerger en plus des caractéristiques qui vont être communes. Des usages, des normes, éventuellement une culture, un langage. Ainsi, la simple addition des comportements individuels ne suffit pas à comprendre le phénomène social. En même temps, chaque individu est plus qu'un simple composant du groupe social, puisque déjà, il possède des caractéristiques qui lui sont personnelles et qu'il ne va pas partager avec le reste du groupe, et de plus, il engrange des relations avec les autres membres, ainsi que des processus avec le groupe. L'étude d'un individu ne peut se faire qu'à la lumière de ses interdépendances avec ses semblables, ainsi qu'avec le groupe dont il fait partie. L'analyse ne doit donc ni se limiter au niveau individuel, ni au niveau global. Elle devra chercher à articuler les deux niveaux d'analyse. Le principe hologrammatique rejette justement la séparation entre les niveaux macro et micro. Il met en relief que l'on ne peut pas connaître un système sans en connaître les composants, de même qu'il est impossible de connaître les composants sans connaître le système dont ils font partie. L'enjeu n'est donc pas d'identifier l'influence marginale de facteurs explicatifs du fonctionnement du système, mais de comprendre comment les éléments qui le composent développent des relations qui se combinent, s'entremêlent, tout en montrant comment ils sont eux-mêmes influencés par le système auquel ils contribuent.
Avec la pensée complexe, il faut également renoncer à l'idée que les liens entre les composants d'un système sont mus par des relations linéaires de cause à effet, dont il suffirait d'en mesurer la force pour en comprendre la nature du lien. Les principes de boucles rétroactives et de boucles récursives montrent comment, dans un système complexe, l'effet agit en retour sur ces déclencheurs au point de devenir, in fine, la cause de ce qui les produit. Au sein d'un groupe social, par exemple, les motivations intrinsèques comme le salaire et extrinsèques, la reconnaissance de ses pairs, stimulent les individus à réaliser un travail ensemble. Mais c'est également le fait de travailler ensemble qui, en retour, va les aider à prendre peut-être conscience de leur véritable motivation et ainsi de les inciter à poursuivre ou non le travail. Avec la pensée complexe, il faut également renoncer à étudier le système hors de son contexte. Il faut l'étudier in situ, dans l'environnement avec lequel il interagit. Les recherches cliniques et expérimentales se révèlent donc insuffisantes. Le principe d'auto-éco-organisation précise que les systèmes complexes sont autonomes dans leur organisation et dans leur réalisation, mais qui dépendent de leur environnement pour entretenir cette autonomie. Par exemple, le développement d'un arbre n'est pas préprogrammé. Aucun arbre ne poussera à l'identique d'un autre. Il est donc autonome dans sa croissance, tout en puisant dans les sources d'énergie de son environnement, la lumière, l'eau, le sol et l'attention que quelqu'un lui accordera. Même chose pour un groupe social autonome. Ses actions, ses réalisations, son développement ne peuvent pas être prédéterminés. Mais il va dépendre des ressources mobilisées à cet effet par la hiérarchie ou par l'État, ainsi que des besoins que le public va lui manifester, ou bien des besoins qu'il devra chercher à créer dans le public. Comprendre un système complexe demande également de renoncer à la logique pure et ne pas rejeter des choses qui, au premier abord, peuvent paraître antagonistes et qui pourront en fait être une résultante des principes précédents. Plus un système est complexe, plus il est apte à accueillir du désordre. Si bien que le principe dialogique recommande de faire sens des paradoxes et des contradictions qui pourront se révéler être les deux faces d'une même pièce. Dans un système complexe, les choses ne sont jamais noires ou blanches, mais pourront apparaître avec différentes nuances de gris. Par exemple, au sein d'un groupe, l'acceptation d'une décision hiérarchique n'est pas incompatible avec celle du rejet. On peut accepter de faire quelque chose sous contrainte ou résignation, tout en la rejetant. De même, on observe qu'un rejet d'un projet ou d'une décision n'est pas incompatible avec son acceptation. On peut être favorable à un projet, une décision, mais la rejeter par solidarité envers des collègues qui y sont hostiles. Ou encore parce qu'il y a des tensions latentes dans l'organisation qu'inconsciemment, le groupe va exprimer par le rejet d'un projet de la hiérarchie qui en devient donc bouc émissaire. En d'autres termes, il ne faut pas chercher à étudier un système complexe de manière statique et duale. Il faut l'analyser dans la durée et sans rejeter les phases de perturbation qui sont intrinsèques aux phases de stabilisation du phénomène. Enfin, étudier un système complexe demande une nouvelle éthique de celui qui l'étudie. Tout objet contient les traces de son créateur. Toute connaissance, théorique ou pratique, est une œuvre de l'esprit d'un être humain à un moment donné, dans un contexte donné et avec une intention donnée. Comme l'écrivait Lévi-Strauss, dans une science où l'observateur est de même nature que son objet, l'observateur est lui-même une partie de son observation. Selon le principe de réintroduction du connaissant, il n'est pas suffisant de reconnaître la non-neutralité de l'observateur ou du chercheur. Outre le détail du contexte, du protocole scientifique ou méthodologique qui a été mis en place, l'observateur ou le chercheur doit faire sa propre anthropologie
et reconnaît qu'il doit avoir la responsabilité de dévoiler au public quelles étaient ses croyances, ses intentions et son état d'esprit sur lequel il a basé ses investigations. En d'autres termes, la pensée complexe confère une dimension humaniste à la science, ouverte à la multiplicité des points de vue possibles d'un système complexe.